Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de remonter le fil du temps, confortablement installé, pour explorer des destins qui ont modelé notre monde. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant dans l'esprit d'un homme dont le nom est devenu synonyme de génie, Albert Einstein. Ah, Albert Einstein, rien qu'à prononcer ce nom, une image surgit immédiatement, n'est-ce pas? Cette tignasse ébouriffée, ce regard pétillant, parfois moqueur, et cette célèbre photo avec la langue tirée. C'est l'archétype du savant fou, du professeur distrait, de l'homme dont le cerveau fonctionnait à une vitesse que le commun des mortels ne peut qu'envier. Mais au-delà de l'icône pop culture, qui était réellement Albert Einstein? Comment un enfant, que l'on disait lent, a-t-il pu révolutionner notre compréhension de l'univers? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Notre histoire commence en Allemagne, à Ulm, en 1879. Albert est un bébé en bonne santé, mais ses parents, Hermann et Pauline, s'inquiètent un peu. Le petit Albert parle tard, très tard. Certains le disent même un peu simple d'esprit. Imaginez, cet homme qui allait un jour déchiffrer les secrets de l'espace-temps, a commencé sa vie en déroutant son entourage par son silence. Mais sous cette apparente lenteur, quelque chose d'extraordinaire mijotait. Un jour, alors qu'il a environ 5 ans et qu'il est alité, son père lui offre une boussole. C'est un moment décisif. Le petit Albert est fasciné. Qu'est-ce qui fait tourner cette aiguille toujours dans la même direction, sans qu'aucun contact ne la pousse? Il sent, au-delà de ce qu'il peut voir, l'existence d'une force invisible mais bien réelle. C'est la première étincelle de sa curiosité insatiable, le début d'une vie passée à chercher les rouages cachés du monde. L'école, en revanche, est une épreuve. Le jeune Albert déteste l'apprentissage par cœur, la discipline rigide, l'autorité. Il pose trop de questions, remet en question les méthodes. Ses professeurs le jugent paresseux, rêveur, voire rebelle. L'un d'eux aurait même dit qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Heureusement, Albert ne se laisse pas décourager. Il dévore les livres de vulgarisation scientifique, s'initie seul à la géométrie euclidienne et au calcul différentiel, et se passionne pour la physique et les mathématiques. Après des études chaotiques, un passage en Suisse où il obtient son diplôme d'enseignement en physique et mathématiques, Albert se retrouve au chômage. Incroyable, n'est-ce pas? Le futur génie ne trouve pas de poste d'enseignant. Il finit par décrocher un emploi au bureau des brevets de Berne, en Suisse. Nous sommes en 1902. Et c'est là, dans ce bureau poussiéreux où il doit examiner les inventions des autres, que son propre esprit va s'embraser. Ces années au bureau des brevets sont cruciales. Elles lui offrent une certaine stabilité financière, mais surtout, une liberté d'esprit inestimable. Son travail quotidien, qui consiste à comprendre le fonctionnement de diverses machines, aiguise son intuition. Le soir, seul, il noircit des carnets de notes, réfléchissant à ses propres énigmes. Il imagine des expériences de pensée, des scénarios improbables pour percer les mystères de la lumière, du temps, de l'espace. Et puis arrive l'année 1905, que les historiens de la science appellent l'annus mirabilis, l'année des miracles. Imaginez un peu, ce jeune homme de 26 ans, employé obscur, publie coup sur coup 4 articles qui vont bouleverser la physique. 4 articles, dans la revue la plus prestigieuse de l'époque, les Annalen der Physik, qui chacun, aurait suffi à forger la réputation d'un savant. Le premier, c'est sur l'effet photoélectrique, un phénomène où la lumière arrache des électrons à la matière. C'est pour cette découverte, et non pour la relativité, qu'il recevra le prix Nobel en 1921. Le deuxième porte sur le mouvement brownien, expliquant le mouvement aléatoire des particules dans un fluide, confirmant l'existence des atomes. Le troisième introduit la relativité restreinte. Et le quatrième, le plus célèbre, est un corollaire du précédent. Il nous donne la formule la plus iconique de la science, E égale mc2. Relativité restreinte. Ces mots sonnent si mystérieux, n'est-ce pas? Pour faire simple, Einstein a compris que la vitesse de la lumière est une constante universelle, la même pour tous les observateurs, quoi qu'il arrive. Et si la vitesse de la lumière est constante, alors le temps et l'espace, eux, ne peuvent pas l'être. Ils sont relatifs à l'observateur. Plus un objet se déplace vite, plus le temps passe lentement pour lui, et plus sa masse augmente. C'est un renversement total de la physique de Newton, qui considérait le temps et l'espace comme des cadres absolus et immuables. C'est une vision sidérante qui défie notre intuition. Et E égale mc2? Cette petite formule est une bombe. Elle nous dit que la masse et l'énergie ne sont pas deux choses distinctes, mais deux facettes d'une même entité. Une toute petite quantité de masse peut être convertie en une quantité gigantesque d'énergie. C'est le principe qui sera plus tard à la base de l'énergie nucléaire, pour le meilleur et pour le pire. C'était une idée révolutionnaire, sortie de nulle part, qui allait changer le monde. Après cette année incroyable, la réputation d'Einstein grandit. Il quitte le bureau des brevets pour une carrière universitaire qui le mènera de Zurich à Prague, puis à Berlin. Mais il ne s'arrête pas là.
Il sait que sa théorie de la relativité restreinte, si brillante soit-elle, n'est pas complète. Elle ne prend en compte que les objets en mouvement uniforme. Qu'en est-il de la gravité? De l'accélération? Pendant 10 longues années, entre 1905 et 1915, Albert Einstein va se battre avec un problème colossal, la relativité générale. Il lui faut maîtriser des outils mathématiques complexes qu'il ne connaissait pas toujours, s'enfoncer dans des abysses de réflexion. Il a des doutes, des moments de découragement. Mais il tient bon, guidé par une conviction profonde. La nature doit être simple et élégante. En 1915, il publie enfin sa théorie de la relativité générale. Et là, c'est un véritable chef-d'œuvre. Einstein nous dit que la gravité n'est pas une force mystérieuse qui attire les objets, comme le pensait Newton. Non, la gravité est une manifestation de la courbure de l'espace-temps lui-même. Imaginez une toile tendue. Si vous posez une boule de bowling au centre, la toile se courbe. Une bille roulant à proximité ne sera pas attirée par la boule de bowling, elle suivra simplement la courbure de la toile. La Terre ne tourne pas autour du Soleil parce qu'elle est attirée, mais parce que la masse du Soleil déforme l'espace-temps autour de lui, et la Terre suit cette déformation. C'est une vision incroyablement poétique et profonde de l'univers. Cette théorie prédisait des choses extraordinaires. La déviation de la lumière des étoiles par le Soleil, l'existence des trous noirs, l'expansion de l'univers. Mais comment la vérifier? La chance sourit en 1919. Une éclipse solaire totale permet à l'astronome britannique Arthur Eddington d'observer la lumière des étoiles passant près du Soleil. Et les résultats confirment les prédictions d'Einstein. La lumière des étoiles était bien déviée, exactement comme sa théorie l'avait prévu. C'est une sensation mondiale. Albert Einstein, ce savant un peu excentrique, devient une rock star. Son nom est sur toutes les lèvres, dans tous les journaux. Il est l'homme qui a compris l'univers. Il voyage partout, donne des conférences. Il est invité par les rois, les présidents, les célébrités. C'est le début de l'image populaire d'Einstein, le génie aux cheveux fous, un peu déconnecté du monde, mais dont l'esprit a percé les plus grands mystères. Mais Einstein n'est pas qu'un scientifique reclus dans sa tour d'ivoire. C'est aussi un homme profondément humain, pacifiste, engagé. Il milite pour la paix, pour la coopération internationale. Il est juif et s'alarme de la montée de l'antisémitisme en Allemagne. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, Einstein est en voyage aux États-Unis. Il décide de ne jamais rentrer. Ses biens sont confisqués par les nazis, ses livres brûlés en public. Il s'installe à Princeton, aux États-Unis, à l'Institute for Advanced Study, où il passera le reste de sa vie. Les années 1930 sont sombres. L'Europe est au bord de la guerre. Les scientifiques découvrent la fission nucléaire, la possibilité de briser l'atome et de libérer une énergie colossale. En 1939, inquiet que l'Allemagne nazie ne développe une bombe atomique, Einstein, bien que pacifiste, signe une lettre adressée au président américain Franklin D. Roosevelt, l'alertant sur cette menace et l'exhortant à développer la recherche atomique. Cette lettre jouera un rôle clé dans le lancement du projet Manhattan, qui aboutira à la création des bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Einstein regrettera amèrement d'avoir signé cette lettre. Il avait toujours rêvé que la science soit un outil de paix, pas de destruction. Après la guerre, il se fera l'avocat du désarmement nucléaire et d'un gouvernement mondial pour prévenir de futurs conflits. Il était un homme torturé par les implications de ses propres découvertes, un visionnaire qui avait donné aux hommes le pouvoir de détruire le monde. Jusqu'à la fin de sa vie, Einstein cherchera à unifier toutes les forces de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, en une seule grande théorie, une « théorie du tout ». Il n'y parviendra pas, mais cette quête inlassable symbolise son esprit, une recherche perpétuelle d'ordre et de beauté dans le chaos apparent du monde. Albert Einstein s'éteint le 18 avril 1955 à Princeton. Il laisse derrière lui une œuvre immense, qui continue d'inspirer des générations de scientifiques. Mais au-delà de ces équations, il nous a laissé l'image d'un homme libre, curieux, qui n'a jamais cessé de poser des questions, même les plus folles. Son héritage n'est pas seulement scientifique. C'est aussi un message d'ouverture d'esprit, de résistance à l'autorité aveugle, de défense de la justice et de la paix. L'homme qui a changé notre perception du temps et de l'espace, a aussi tenté, de toutes ses forces, de rendre notre monde un peu meilleur. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette image iconique d'Einstein, rappelez-vous que derrière le génie universellement reconnu, il y avait un enfant rêveur, un bureaucrate discret, un rebelle, un pacifiste tourmenté. Un homme qui, à sa manière, nous a montré que la plus grande aventure est peut-être celle de l'esprit, celle qui nous pousse à regarder au-delà de ce que nous croyons savoir, à remettre en question, et à toujours chercher la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire, ici, dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil.